Bonsoir, quatrième et avant-dernier débat pour ces départementales. Le premier tour aura lieu dimanche 22 mars. Les électeurs doivent élire un binôme de candidats hommes-femmes. Et nous intéressons ce soir au canton de Saint-Cyr-l'École, un canton qui a été redécoupé et qui comprend les communes de Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy, Villepreux, Chavenay, Fontenay-le-Fleury ou encore Rennes-Moulin. Les dernières élections sur ce canton dataient de 2011. 7 candidats étaient en lice. On va en retrouver certains sur ce plateau ce soir. Et en 2011, le socialiste Jean-Philippe Mallet l'avait emporté face au maire UMP de Fontenay-le-Fleury, Jean-Jacques Lasserre, avec plus de 58% des suffrages. Alors en plateau ce soir pour débattre, Jean-Philippe Mallet, bonsoir. Vous êtes donc conseiller général sortant, vous êtes candidat du Parti socialiste et vous êtes associé pour ces élections à Fabienne Gelgon-Bilbao. Philippe Benassaye, bonsoir. Vous êtes maire de Bois d'Arcy, candidat Union de la droite et vous êtes associé à Sonia Brault. Dalila Boudraille, bonsoir. Vous êtes associé à Jean-Yves Maximilien, vous formez la liste Agir. Julien Grimm, bonsoir. Pour le Front National en binôme avec Perrine Geniot et Sylvia Cantaloupi, bonsoir. Vous êtes associé avec Christophe Pitel pour Debout la France. Un petit rappel sur l'organisation de ces élections. Allez-y, Dalila Boudraille. Vous n'avez pas rappelé que je représentais la liste Agir Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts. Voilà, c'est complet. Agir Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts. Un petit rappel sur l'organisation de l'émission. L'objectif, évidemment, c'est que vous puissiez débattre. Vos temps de parole seront chronométrés pour respecter une égalité de temps pour chacun. Ils s'afficheront régulièrement pendant l'émission. Ma première question, ça va être un tour de table. Comment convaincre les électeurs d'aller voter? Les sondages annoncent une forte abstention, à peu près estimée à 58%. Je vais donner d'abord aux femmes. Je vois Sylvia Cantaloupi lever les yeux au ciel. Que dire aux électeurs pour les convaincre d'aller voter dimanche 22 mars? En tant que républicaine, moi, quand je vois des taux d'abstention de ce niveau-là, je me dis que quelque part, c'est peut-être les partis du système depuis 40 ans qui ont fait ou le mieux ou le pire, mais enfin qui ont tout fait pour décourager leurs électeurs. Les leurs d'abord, ensuite les autres. Et là, pour les encourager alors, faut-il dire? Et pour les encourager, je veux dire que la démocratie ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Il faut toujours s'en servir. Envoyer des messages forts, il y a quand même des candidats de différents partis, il y a quand même moyen de dire des choses. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça ne sert à rien de baisser les bras parce que c'est toujours l'abstention, sert toujours les sortants. Dalila Boudraille, même question alors. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs? Ce que j'ai envie de dire aux électeurs, c'est qu'il ne faut pas se tromper de scrutin. Que les électeurs soient déçus par la politique nationale, effectivement, ils n'avaient pas voté pour ça, il y a de quoi. Ils n'avaient pas voté pour une politique d'austérité, pour une politique libérale et pour la montée du chômage et des précarités. Donc aujourd'hui, le scrutin, c'est un scrutin local qui touche au plus près de nos quotidiens. Donc ça touche les solidarités. Ça touche les collèges, la jeunesse et les solidarités transgénérationnelles. Donc c'est important de se mobiliser pour ce scrutin-là. Philippe Benassaye. Déjà, il faut savoir pourquoi les Français se désintéressent de cette élection. Et je vais dire après comment on peut les mobiliser. Mais la première chose, c'est d'abord, est-ce qu'ils s'y retrouvent dans cette élection? Les médias nationaux ne parlent que du Front National. Très bien. Les baisses de l'État vers les collectivités sont extrêmement importantes, ça aussi ça trouble. Le millefeuille administratif français est extrêmement complexe, il a été modifié, donc les gens ne s'y retrouvent pas, il faut être honnête. Et puis il y a eu plusieurs déclarations, que ce soit du président de la République ou du Premier ministre, qui souhaitent la suppression du Conseil général. Notamment l'année dernière, il y a eu plusieurs déclarations. Alors tout ça fait que ça n'incite pas les gens ça n'incite pas vraiment les gens à s'intéresser. C'est dommage, parce que le département, c'est le cœur de la République. C'est le cœur de la République, c'est le cœur de nos attentes, c'est le cœur de nos préoccupations. Et c'est dommage que tout ça soit parasité, parce que dès qu'on lance un projet, on se tourne vers le Conseil général. C'est primordial dans notre vie quotidienne, on verra les compétences après, on va en parler, mais c'est très important pour nos communes, parce que le binôme qui marche bien, c'est le binôme commune-département. Et dès qu'on lance un projet, c'est vrai, je le vois moi-même dans ma ville à Bois d'Arcy, dès qu'on lance un projet, on se tourne vers le Conseil général. Mais malheureusement, Conseil départemental maintenant, mais malheureusement, tout est parasité par un débat politico-politicien où tout le monde mélange tout et forcément les Français ne s'y retrouvent pas. Jean-Philippe Mallet, vous êtes conseiller général sortant, donc vous siégez au Conseil général départemental. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux électeurs? D'abord, il est de tradition, si vous regardez les résultats des élections départementales au Conseil général, depuis de nombreuses années, il est de tradition qu'il y ait un fort taux d'abstention, malheureusement. Il faut le déplorer parce que tant de gens dans le monde ne peuvent pas voter. Tant de personnes ne vivent pas dans une démocratie. Donc nous avons cette chance de pouvoir voter régulièrement, il faut s'en saisir. Et moi, je dirais comme argument la chose suivante, c'est que Pierre Bédier, le président du Conseil général, UMP depuis très longtemps, le Conseil général des Yvelines, dit partout qu'il veut faire le grand chelem. Donc moi, je pose, et ce n'est pas impossible, vu le taux d'abstention, je pose la question aux Yvelinois.
Et je pose la question aux Yvelinois de gauche. Est-ce qu'il est bon pour la démocratie locale qu'il y ait une assemblée départementale monocolore, uniquement représentée par des élus de droite, à majorité UMP? Je ne pense pas que, pour le pluralisme politique, ce soit une bonne chose. Je vais vous faire réagir dessus. Après, je passerai la parole à Julien Grimm. Comment vous réagissez à ce que dit Jean-Philippe Mallet? Alors, est-ce que c'est pas... Pour la démocratie, il faut mieux avoir plus de... À une époque, un certain parti politique avait l'Élysée, Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, les conseils généraux, les conseils régionaux. Bon, là, ça n'a pas choqué dans ce sens-là. Alors forcément, je comprends Jean-Philippe Mallet, c'est tout à fait normal qu'il réclame une pluralité des couleurs, c'est tout à fait normal. L'important dans tout cela, c'est d'aller voter, parce que c'est, encore une fois, le cœur de la République. Julien Grimm. Oui, l'abstention, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui, et on peut dire que c'est aussi un peu la conséquence de ce qui se passe depuis 30 ans, c'est-à-dire l'alternance PS-UMP. C'est un peu la conséquence de tout ça, et les gens, malheureusement, sont écœurés et ont l'impression que finalement, qui votent PS ou UMP, finalement, ça revient au même, et on voit bien les conséquences de cette politique. Voilà, donc nous, on est là, le Front National, pour leur dire que non, leur voix compte. Ils doivent se faire entendre, les électeurs doivent voter, et effectivement, nous sommes la seule alternative à ce système UMPS. On va revenir à des questions plus politiques. Jean-Philippe Mallet, comment vous vous positionnez, vous, par rapport à un binôme, notamment Union de la droite, qui a fait basculer la ville de Bois d'Arcy, donc une des villes du canton, dernière municipale? Philippe Bennassaya a sa légitimité de maire de Bois d'Arcy. Moi, je n'étais pas candidat à cette élection municipale. Il a été élu. Il me semble, si je puis me permettre, qu'il est candidat rapidement après cette élection municipale. Je lui avais dit non. Désolé. Mais je pense que les Arcisiens ont voté pour un maire qui tout de suite après enchaîne sur une élection départementale. Bon, c'est un choix. Les Arcisiens décideront et donneront leur avis sur le fait que quelqu'un qui a été élu maire, leur maire, se présente de suite à une élection, à une autre élection. Alors, du coup, je vous donne la parole à Philippe Bennassaya. C'était trop tôt pour partir? Je n'ai pas choisi le calendrier. En plus, le tripatouillage politique a été fait par les amis de M. Mallet, donc ce n'est pas moi qui ai choisi ce timing-là. Mais ce n'est pas grave. Non, ce qui inquiète M. Mallet, c'est le fait que tous les maires du canton me soutiennent. Ça, c'est une donne qui est concrète. Mais j'espère qu'on va venir maintenant au fond du problème. Je confirme, tous les maires du canton soutiennent Philippe Bennassaya. Il est soutenu également par M. Larcher, Mme Pécresse et M. Bédier, le président du conseil général UMP. Comme ça, vous avez tous les soutiens. Dalia Boudraille, est-ce que vous n'avez pas peur avec votre liste, notamment Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, de faire justement un peu d'ombre à Jean-Philippe Mallet? On est la seule liste de gauche anti-austérité, alternative. Donc on défend nos idées, on défend notre position. Moi, je représente des candidats qui sont investis sur leur commune, sur leur commune respective, au niveau local, en tant qu'élu ou ex-élu d'opposition. On défend vraiment cette politique-là. Donc il ne s'agit pas de faire de l'ombre ou pas, ce n'est pas un problème à un moment, il faut bien défendre des valeurs. Nous, on propose une autre alternative, une politique qui soit plus collaborative, qui soit solidaire, qui soit transparente, qui soit transversale. Et je crois que on appelle justement à des conseils citoyens, on en fait des débats, on organise des débats, ça se passe aussi ailleurs. Il y a le temps des élections, il y a ailleurs. Mais ça, cette lutte-là et ce mouvement-là, il continue. Donc pas d'ombre aux candidats au conseil général sortant. Chacun défend ses idées, ses valeurs. Visiblement, on a des valeurs communes avec Europe Écologie sur le canton. Ça n'a pas été possible avec le Parti socialiste, entre autres, qui n'a pas réussi à fédérer les forces de gauche cantonales, qui a plutôt clivé. Voilà, dommage. Je vous laisse une réponse, après je passe par la Sylvia Cantaloupi. On ne va pas polémiquer ici, mais enfin, vous avez décidé, c'est très bien d'ailleurs, de faire présenter votre candidature. Bon, mais ne dites pas que nous n'avons pas voulu fédérer. Moi, je déplore que la gauche soit divisée, parce qu'à ce petit jeu d'une gauche divisée, c'est une droite, une assemblée départementale qui n'aura que des élus de droite éventuellement. Donc c'est une responsabilité que vous avez prise. De toute façon, elle est déjà UMP, cette assemblée. Je vais juste dire que c'est le moment justement pour que les gens aillent voter. C'est la première fois qu'on renouvelle totalement l'assemblée. Donc là, il faut rebattre les cartes. C'est vraiment le temps de représenter toutes les forces du département. Pour Debout la France, vous voulez venir au secours de Dalia Boudraille? Pas au secours d'une liste, mais au secours de l'expression démocratique. On a une élection à 2 tours. C'est toujours comme ça. Au premier tour, on donne de la priorité à ces valeurs, à ceux qui on croit, on défend
les valeurs profondes dans lesquelles on croit, de ce qu'on a, l'attente, etc. Au deuxième tour, souvent on élimine. Mais pour une fois, un premier tour, c'est pour ça qu'on a quand même là sur le plateau et à la disponibilité de nos concitoyens un choix qui est raisonnable. Il n'y a pas pléthore de candidats, c'est pas n'importe quoi, tout le monde prend son petit étendard. On a 5 positions bien claires. Avec ça, les habitants du canton de Saint-Cyr doivent arriver à trouver leur bonheur au premier tour. Au deuxième tour, il se passera ce qui se passera, mais au premier tour, on a tous les chéquiers et que les partis sérieux, si j'ose dire. Souvent, il y a des candidatures un peu farfelues. Là, il n'y a pas de problème. C'est clair, c'est net. Ils ont le choix, il y a une palette. Il n'y a pas de problème, c'est l'expression de la démocratie et de la République. Je ne vois pas où est le souci. Alors, je vous laisse aussi la parole. Sylvia Cantalupi, on vous a connu de toutes les campagnes, pratiquement. Vous faites souvent campagne. La République et la France, c'est quelque chose qui me tient au cœur. Alors, Debout la France, anciennement Debout la République, c'est 8 candidats sur 21 cantons. Comment on fait pour se faire connaître ? Nous, on n'a pas de problème pour se faire connaître parce que nous avons choisi dans tous les cantons des candidats qui étaient déjà impliqués, connus, qui avaient été candidats à d'autres élections. En plus, nous, on a un parti qui est encore jeune, qui n'a pas beaucoup de moyens, donc tous nos militants sont sur le terrain, sont de toute façon même entre les élections sur le terrain, ils sont connus, ils connaissent leur ville, ils connaissent leur canton. Entre nous, on se connaît, on réagit. Non, il n'y a aucun souci. Vous savez, Debout la France est quand même un parti qui est en progression constante à toutes les élections, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Même si certains partis crèvent le plafond par les pourcentages ne veulent rien dire. Alors, les pourcentages ne veulent rien dire. Je passe la parole à Julien Grimm. Les derniers sondages, le parti donc, de Marine Le Pen est crédité de 21% des suffrages pour ces départementales au niveau national, devant l'UMP et le PS. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous menez campagne ? Eh bien, ça confirme bien déjà que le Front National est bien le premier parti de France. On l'avait vu déjà avec les élections européennes. Là, on continue on poursuit donc notre montée. Et effectivement, en plus, je dois dire qu'on est quand même assez aidé par le gouvernement actuel, qui nous facilite la tâche. Malheureusement, je devrais dire, mais effectivement, on a toujours l'impression qu'avec François Hollande et Manuel Valls, on va toucher le fond. Et finalement, ils arrivent encore à nous surprendre, quoi. Donc cette situation est intolérable et le problème, c'est qu'au niveau social, ça commence vraiment à poser de très très gros soucis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en situation de précarité extrême. Il y a le problème évidemment du chômage, mais il y a le problème aussi même des gens qui travaillent en conditions de précarité, donc avec des temps partiels. Ça sont des thèmes qui vous reviennent pendant la campagne ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, c'est des thèmes très importants, c'est normal, c'est la vie des Français, donc oui, effectivement, ça revient assez souvent, oui. Alors avant de continuer ce débat, on va passer à un micro-trottoir. Je voudrais d'abord qu'on jette un coup d'œil sur les temps de parole de vous tous. Vous êtes à peu près, à 20 secondes près, équilibrés. Je voudrais effectivement qu'on s'arrête sur ce micro-trottoir. Nous sommes allés dans les rues du canton demander ce que les gens attendaient de leur conseiller départemental. On écoute leurs réponses. Une plus grande solidarité envers notamment les personnes âgées. Principalement, c'est ma demande, quoi. Qu'on arrête d'agrandir Saint-Cyr, qu'on revienne 30 ans en arrière avec de la verdure, qu'on évite de couper les arbres, de construire à tour de bras, ça serait quand même mieux, quoi. Bon, on veut bien un peu de construction, mais un petit peu de convivialité, parce que c'est vrai que tout le monde vient de Paris, chacun s'enferme chez soi, c'est plus ça. Et puis améliorer le réseau routier, parce que là, avec toutes les constructions, on ne va pas pouvoir rouler. Peut-être au niveau culturel, qu'il y ait peut-être plus de choses faites pour la jeunesse. Saint-Cyr, il y a une association qui s'appelle le Cirado, qui fait déjà pas mal de choses, mais c'est un petit peu une ville morte. Du coup, ce serait peut-être bien de faire plus de choses pour les jeunes. Voilà, on dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui rôdent, mais est-ce qu'on s'occupe vraiment d'eux ? Alors on va maintenant parler des compétences. Peut-être c'est difficile d'aller convaincre des électeurs quand les compétences sont en débat au Parlement dans la lignée de la réforme territoriale. La loi Le Nôtre a été votée ce mardi à l'Assemblée nationale. Alors les conseillers généraux conservent leurs compétences de solidarité, d'aide sociale, ainsi que les collèges, les routes, mais perdent par exemple la gestion des transports scolaires. Et puis surtout, il y a une clause de compétences générales qui disparaît. Alors cela ne vous dit peut-être rien, mais cette clause, elle permettait à un département d'intervenir dans un champ qui ne relevait pas directement de sa compétence, notamment comme l'emploi ou le développement économique. C'est la région qui concentrera dorénavant ses pouvoirs en la matière. Alors, qu'en pensez-vous, Philippe Benassaïa ? La question
Sur les compétences. Sur les compétences. Sur la loi Le Nôtre qui a été votée mardi à l'Assemblée nationale, qui doit être il faut attendre un Sénat, petit peu, je pense encore, parce qu'il y a encore des navettes, je suppose, des navettes parlementaires avec le Sénat, absolument. Mais là, sur la première loi qui a été votée... Non, moi, ce que je dirais simplement sur les compétences du Conseil général, c'est que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le Conseil général répond aux attentes de la population, notamment en matière politique familiale, senior, sociale, médico-sociale. Le Conseil général, c'est le premier acteur social de notre vie quotidienne. C'est un bouclier social. Donc le fait que le Conseil général garde ses compétences en social, bien ça évidemment. vous satisfait. Mais bien sûr. Que le Conseil général perde la clause de compétence générale. On peut en discuter, mais c'est un peu technique, je pense, pour tout le monde. Mais je pense que ce qui est très important, c'est... C'est-à-dire que demain, peut-être, le Conseil général départemental ne pourra plus intervenir en matière de développement économique d'emploi. Non, mais la politique majoritaire du Conseil général des Yvelines est quand même assez centrée. Je répondais à votre question concernant le social. Donc ça, c'est ma première réponse, c'est sur le social. C'est très important que le Conseil général garde cette compétence. Ensuite, il y a d'autres compétences qu'on connaît, la réussite éducative, les collèges. Il y a 116 collèges départementaux dans les Yvelines. C'est quelque chose d'important, c'est un très très gros budget. Il y a les transports, il y a le cadre de vie, enfin il y a plein de choses, la réussite éducative, le numérique. Donc tout cela doit rester et doit nous concerner au quotidien. Jean-Philippe Mallet, donc sur cette loi NOTRe qui a été votée mardi à l'Assemblée nationale. Il va y avoir toute une navette avec le Sénat, c'est une navette parlementaire. Donc il y a eu cette première partie de loi, alors voilà, on ne sait pas comment dire. Mais ça peut être modifié. Ça peut être modifié. Voilà. Il a été dit tout à l'heure que sur le rôle du département, il y avait un couple entre la commune et le département. Je dirais, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se dégage de la volonté, mais depuis de nombreuses années, qui traverse la droite et la gauche du législateur, c'est de faire fonctionner le couple commune-intercommunalité, ce que l'on appelle le bloc communal, que les deux travaillent ensemble, et le couple département-région. Et c'est ce qui explique que, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le département et la région, on supprime la clause de compétence générale pour qu'on essaie qu'il y ait une bonne articulation entre le département et la région. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Non, c'est pas que allez-y. C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est vrai, ça c'est de la théorie, dans la pratique, oui, de la technique, ou par exemple de la technique, mais qu'est-ce que je vois moi à la mairie de Bois-d'Arcy? Je suis maire de Bois-d'Arcy, donc je le vois, c'est que le binôme, alors c'est peut-être dans la réalité, c'est peut-être pas une technique, le binôme commune-département est primordial aujourd'hui sur les projets. Je lance une piste d'athlétisme, je me tourne vers le Conseil général. Je lance une rénovation d'un gymnase, je me tourne vers le Conseil général. Donc c'est ça que je voulais dire dans le binôme, c'est que les projets sont partagés. Sur les fameuses compétences de la loi NOTRe. On a eu une ex-majorité qui avait fantasmé de supprimer les départements. La majorité suivante ne la supprime pas, elle en retire des compétences. Enfin, quand je vous dis qu'ils sont souvent alliés pour faire la même chose, c'est-à-dire priver les Français de leur droit d'expression, et pour une fois qu'il y a une compétence locale proche, où il y a encore quelque chose de proche par rapport aux populations, on supprime des échelons, on fait passer des compétences de la commune aux communautés de communes, du département à la région, et évidemment la suite logique de tout ça, c'est de passer la souveraineté de l'État à l'Europe. On déplace tout d'un cran, et du coup on éloigne toute la démocratie des Français, et après on pourra des airs offusqués, se dire tiens, il y a de l'abstention, comment ça se fait? Les Français n'acceptent pas où on balaye leur volonté, où on s'essuie les pieds dessus, comme ça a déjà eu lieu. Une réponse rapide, puis après je passe la parole. C'est vrai que moi j'étais député lorsque Manuel Valls, dans son premier discours de politique générale, a annoncé à la France entière que les départements allaient être supprimés. Absolument, j'ai la phrase. Voilà, tout à fait. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Pourquoi pas? Mais évidemment, je soutiens ce gouvernement, même si sur certaines lois je n'ai pas tout voté, mais voilà. On voit bien la confusion qu'il y a auprès des Français, et la difficulté évidemment que l'on crée à la bonne compréhension de cette réforme territoriale. Mais comment voulez-vous... Vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole, M. Benassal, parce que... Voilà, il n'y a pas de problème. Je vais laisser parler les deux autres. Parce qu'effectivement, là, c'est une réforme territoriale qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est les départements, elle va toucher aussi les communes, les communautés de communes. À terme, l'idée, c'est quand même d'éloigner les centres de décision des citoyens. Donc, c'est quand même... Et je crois que c'est quand même assez étonnant... Enfin, c'est... que ce soit l'UMP ou le PS d'ailleurs, désolé de le dire, mais c'est quand même des décisions importantes qui reconfigurent totalement la stratégie, stratégie politique de la France et qui redéfinit totalement les territoires, les centres de décision.
Effectivement, c'est pour se rapprocher d'une régionalisation qui fait plaisir à l'Europe, c'est pour imposer une politique d'austérité, c'est pour imposer une politique libérale. C'est imposer une politique libérale, et c'est surtout... Enfin, c'est des décisions... le peuple, les Français, devraient être amenés à décider de ça, ou qu'on leur présente quelque chose de général, des réformes, pourquoi pas, mais qu'on leur demande leur avis par des référendums. Ça engage la France sur les 100 années à venir, là, quand même, ce qui se dessine. S'il reste encore une France, d'ailleurs. Et qu'on respecte la République. Voilà. Je vous donnerai la parole après, mais je vais laisser quand même la parole à Julien Grimm. Oui, donc là, sur les compétences, alors. Oui, les compétences, malheureusement, je crois qu'il y en aura de moins en moins, parce que là, on est en train d'assister à un début de liquidation du département. C'est le but final, hein. C'est de faire disparaître le département au profit des régions. Comme on fait disparaître les communes au profit des intercommunalités. Voilà, on trouve le prétexte de la mutualisation, voilà, on dit que c'est très bien, mais en fait, on perd complètement notre pouvoir de décision au niveau local. Voilà, c'est le but, c'est comme ça, et malheureusement, on va en payer le prix très bientôt. Donc, encore une fois, nous nous battons pour le triptyque commune, département, État. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme compétences conservées par le département ? Il faut toutes les conserver, il faut même les renforcer. Par exemple, on a déjà les collèges, mais moi j'aimerais qu'on récupère aussi les lycées. Tout simplement. Pour moi, ça va dans la logique des choses, ça fait partie du local. Et ça, il faut que le département ait la main dessus. Oui, voilà. Enfin, je pense qu'il y a un moment, on a l'impression d'un millefeuille qui s'écoule pour que les décisions s'éloignent de plus en plus du citoyen. Donc le citoyen s'éloigne de plus en plus des assemblées différentes qui peut être amené à élire. On en revient à ça, c'est quand même terrible. Les Français ont l'impression que parfois ils votent, et que même quand ils votent, ça ne sert à rien, quoi. Parce que ou les gens n'ont pas assez de pouvoir ou pas de volonté, ou pas de crédibilité, ou alors mieux, quand le peuple français s'exprime clairement, on magouille entre deux majorités et on se balaye les pieds dessus et on ne tient pas compte du dernier référendum qui a eu lieu. Donc comment voulez-vous que les Français se sentent motivés ? Il faut donner de nouveaux élus avec de nouveaux partis. Oui, allez-y. Oui, moi, je suis très étonné d'entendre la représentante du Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, parler de UMPS. D'habitude, c'est le Front National qui parle comme ça. Je vous ai vu sourire. Ok, pas de réaction. Il y a quand même des politiques communes, en tous les cas, sur cette politique libérale, en tous les cas. On arrive à la moitié de cette émission. Je voudrais maintenant qu'on aborde plusieurs thématiques. D'abord, la solidarité, le social. Je vais vous passer la parole, Dalia Boudray. Vous dites la politique sociale est minimaliste du département. Qu'est-ce qui n'est pas fait? Je voudrais d'abord qu'on différencie solidarité et sociale. Solidarité, c'est les politiques républicaines, nationales, des dispositifs qui sont pris au niveau national et qui doivent être. Et le rôle du département, c'est de les appliquer sur le territoire, au plus près des gens, au plus près des besoins des gens. D'abord en les renforçant, en mettant un petit coup de pouce qui fait que ça va potentialiser ces aides, et ça permet aussi d'adapter localement, parce que chaque canton aussi ses difficultés. Là, sur le canton, il y a une augmentation du chômage, une augmentation des précarités. On a des aides, des choses qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc il y a les problèmes de logement social. Une passante la disait, il y a trop de logements sur Saint-Cyr. Aujourd'hui, il n'y a plus de logement social. Le Conseil général a financé 5% des logements sociaux. Et encore, c'est les logements sociaux où on a fait du vite fait tout électrique. Les gens ne peuvent plus payer leurs factures. Donc, à un moment, il faut revenir un petit peu les pieds sur terre, il faut être pragmatique et il faut vraiment répondre aux besoins des gens. Et juste une dernière chose sur le social. Je suis très inquiète quand excusez-moi, M. Benassayas, je vois candidat et parler de solidarité. La première chose sur votre commune, ça a été de changer les quotients familiaux. C'est-à-dire, vous avez quand même augmenté pour les plus pauvres, augmenté de 5% à peu près quotients familiaux sur les services municipaux, et vous avez baissé de 15% pour les personnes les plus favorisées. Donc je crois que là, on ne met pas la même chose sur le mot solidarité. Oui, c'est surtout que vous faites de la politique un peu démagogique. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est faux. On n'a pas fragilisé. Au contraire, avant qu'on arrive, les quotients bas payaient fort et les quotients hauts payaient peu. Avant qu'on arrive. C'est le contraire maintenant.
Donc je vous encourage, madame, parce que là, c'était peut-être pas oui. Je vous encourage. Là, c'est un débat sur les départements. Voilà, je vous encourage. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand vous envoyer les cautions de la ville de Bray-d'Arcy. Vous allez les étudier et vous allez voir que on va essayer ce soir sur ce plateau de sortir de la politique politicienne pour parler un petit peu du social. Non, c'est politique réelle. Mais madame, le conseil départemental, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est du social. C'est du social. C'est du social et on diminue les PMI, Voilà. on diminue On ferme. les aides locales qui sont à proximité de la population vont disparaître. Oui, Jean-Philippe Mallet, je vous passe la parole au conseiller général. Sortant, est-ce que le conseil général aujourd'hui, à tendance UMP, fait assez pour le social ou pas? Non, mais d'une certaine façon, on ne fait jamais assez pour le social. Ce n'est pas la question. Le Conseil général des Yvelines a mis en place des politiques. Et d'ailleurs, pour la grande majorité de l'action sociale qui relève du département, vous le savez bien, ce sont des politiques publiques qui dépendent de l'État, qui sont très encadrées par l'État. On le sait bien, techniquement, c'est la réalité. L'allocation pour les personnes âgées, le RSA, la prestation pour les personnes handicapées. Donc tout ça est extrêmement encadré par... Alors en dehors de ces aides qui sont très encadrées, est-ce qu'il y a des missions qui pourraient être supportées par le Conseil général en matière sociale qui ne le sont pas aujourd'hui? Mais où je voulais en venir, c'est que le Conseil général a mis en place des choses intéressantes en matière d'aide sociale. En plus de ces compétences lourdes très encadrées par l'État, par exemple, les contrats sociaux de territoire qu'on ne connaît pas assez et qui fait que le Conseil général a aidé les communes avec une approche globale de chaque commune. Par exemple, Bois d'Arcy et Fontaine-Fleury sur le canton ont signé de tels contrats sociaux de territoire qui aident les communes et les centres communaux d'action sociale à mettre en place des actions. Voilà des choses qu'on ne peut pas critiquer de la part du Conseil général. Il y a plusieurs personnes, plusieurs candidats sur ce... Je peux? Oui, non, pardon. Sur ce plateau rapidement, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup d'avance sur les autres. Bon, alors je passe mon tour, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah, vous voulez pas répondre? D'accord. Non, comme ça, chacun parle. Et Julien Grimm, vous avez 2 minutes de retard sur les autres. Eh bien, on va laisser parler monsieur Grimm. Ah bah alors, Julien Grimm, Sylvia Cantalupi est courtoise, elle vous laisse la parole. Concernant les aides sociales, c'est sûr que on pourrait faire encore plus, mais effectivement, on ne fait pas forcément ce qu'on veut non plus. Par contre, je pense qu'on peut arriver assez facilement à faire des économies. On peut arriver à faire des économies, par exemple, par rapport aux dépenses de communication. On peut arriver aussi à trouver de l'argent. Oui. Vous avez perdu votre nom? Oui. Non, mais je dirais sur le ton de la plaisanterie, ce sont les fameux contes de M. Grimm, mais qui me plaisaient beaucoup jusqu'à 12 ans. Mais vous l'avez déstabilisé. Moi, je raconte pas d'histoire. Voilà. Non, tout ça pour dire qu'on peut trouver de l'argent. Il faut aussi accenter la lutte contre la fraude. Il y en a marre de tous ces gens qui se payent le RSA et qui font du travail au black toute la journée. Mais quand vous parlez de fraude au RSA, ça c'est un message qu'on entend au niveau national par Marine Le Pen. Est-ce que sur le département des Yvelines, vous avez par exemple des chiffres à fournir? Est-ce que vous avez des données sur le nombre de fraudeurs? Est-ce que ça représente, ne serait-ce qu'en pourcentage, est-ce que c'est 10%, 20% des bénéficiaires on ne sait pas, puisque de toute façon, il y a très peu de contrôle, donc on est incapable de le quantifier. On n'en sait rien. On sait qu'elle est énorme, mais effectivement, on ne peut pas donner de chiffres exacts. Elle est énorme, la fraude au RSA? Un témoignage, simplement. Alors que je siégeais au Conseil général des Yvelines, il y a eu un débat à un moment, peut-être plus d'un an, sur le RSA. Et un conseiller général de droite est intervenu de façon très démagogique là-dessus, sur les fraudeurs, il y en a marre de payer les assistés. Et, à très juste titre, Pierre Fron, qui est conseiller général, maire de Sartrouville, a vraiment recadré les choses en disant que non, en rétablissant les choses, qu'il y avait de la fraude, mais que tout ça est vraiment très marginal dans les comptes publics. Vous voulez répondre? Oui, non, moi je ne change pas mon point de vue. Pour moi, il y a de la fraude et il faut faire la chasse. Si on n'a pas assez de gens qui contrôlent, effectivement, on ne peut pas vraiment estimer à combien est la fraude. Mais la fraude est une chose. Effectivement, il faut peut-être un petit peu mieux contrôler. Je ne suis pas sûre qu'à la marge, la différence soit énorme. Par contre, il y a des compétences dont le Conseil général des Yvelines particulièrement, ce n'est pas le seul, mais dans les Yvelines notamment, puisque c'est celui qui nous intéresse. Quand on fait ce que j'appelle de la délocalisation des aides, qu'on va faire des aides à l'international et que ça chiffre par millions depuis des années, je pense que relocaliser les aides et s'occuper des Yvelinois, d'avoir une aide de proximité, un département, c'est quelque chose de... Et en plus, pour le coup, on intervient dans le champ d'action d'une prérogative de l'État, parce que l'aide internationale, c'est l'État qui doit le faire. Ce n'est pas ni une région, ni même un département qui n'en a pas les moyens, puisque...
A contrario, on diminue certaines aides et on fait disparaître des PMI, où on ne donne pas assez à certains EHPAD, enfin des choses de proximité qui intéressent directement les Yvelinois. Vous êtes tous à peu près à 4 minutes 30 de temps de parole, sauf Julien Grimm, vous avez 1 minute de retard, donc je vous laisse 1 minute sur on peut parler la thématique aussi, du social. Sur le social, toujours. Et la solidarité. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le Conseil général. Tout à l'heure, M. Mallet a bien expliqué qu'effectivement, il y avait une majorité UMP au sein du Conseil général. Moi, j'aimerais parler un peu des problèmes d'éthique, voire un peu de morale, quoi. Voilà. On a actuellement M. Pierre Bédier, qui est président du Conseil général. Je vais laisser avoir allez-y, finissez, parce que c'est un argument effectivement qu'on retrouve chez l'ensemble des candidats frontistes. Qui a été condamné pour corruption passive quand même, qui a eu quand même 3 ans d'éligibilité, et puis... Alors je rappelle que Pierre Bédier n'est pas sur ce plateau pour se défendre. Voilà. Non, alors d'accord, mais il est quand même président du Conseil général. Oui, mais il n'est pas sur le plateau pour se défendre. Moi, ça me pose un problème personnellement, vous voyez. Ça vous pose un problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à personnaliser que ce soit Pierre Bédier X ou Y, c'est une question générale. Nous, à Debout la France... Vous, l'éthique en vie politique, c'est aussi c'est l'inéligibilité à vie de tous les élus condamnés. Philippe Bennassaya, alors est-ce que vous avez envie de répondre? Je ne sais pas si vous avez envie de défendre Pierre Bédier, mais au niveau effectivement de la question de l'éligibilité d'un élu qui a été condamné. Non, mais moi, j'encourage surtout mon voisin du Front National d'être très discret, surtout quand on a un président d'honneur du parti qui a été condamné une dizaine de fois par la justice, M. Le Pen. Donc dans ces cas-là, vous n'avez pas le soin de nous donner. Voilà. Je ne pense pas qu'il ait été condamné pour corruption. En l'occurrence, je rappelle juste que Pierre Bédier est candidat pour ces élections départementales sur le canton de Mantes. C'est même pire. Donc, moi je vous le dis, ce qui est très intéressant lorsqu'on est sur un plateau et c'est de défendre des projets. Vous l'avez fait jusqu'à maintenant. C'est de défendre des projets et de voir ce qui peut avancer dans ce département. J'entends beaucoup de discussions très négatives, mais après on s'étonne que les gens n'aient pas voté. Si on les décourage à longueur de journée avec des sujets qui ne concernent pas le département, les gens n'iront pas voter. Jean-Philippe Mallet ? Au-delà des questions de personnes, qui sont importantes et qui existent, c'est pour ça que moi j'insiste, et je pourrais vous donner le discours que je fais dans les réunions publiques, c'est sur l'importance de l'État. On a fait la décentralisation. Le gouvernement de gauche, François Mitterrand et Gaston Defferre ont fait les grandes lois de décentralisation. Il fallait donner voix au chapitre aux élus locaux, c'est important. Mais on voit bien les dérives du système, on voit bien les limites du système, les baronnies locales, les fiefs, et qui nuisent à l'intérêt général, aux péréquations, aux solidarités entre territoires. Donc il faut toujours poser des règles et des interdits, et c'est à l'État de le faire. Donc vous auriez été favorable à ce qu'un élu qui a été condamné ne soit plus éligible? Par exemple, il faut voir si juridiquement c'est possible, il faut voir ça précisément, mais oui, sur le principe, comme ça, j'y suis tout à fait favorable. Alors, puisqu'on parle un petit peu d'éthique, je voudrais quand même dire nous, en tant que candidat, on a signé une charte citoyenne, une charte qui est visible sur notre blog. On s'est engagé à pas cumuler, au non-cumul des mandats, pas faire plus de mandats successifs, et toujours rendre compte de toute façon aux citoyens de l'action qu'on peut faire et toujours être en interaction avec les citoyens dans des collectifs locaux. Je crois que c'est important. Alors après, voilà, on ne va pas accuser un homme ou un autre. J'aimerais bien quand même qu'on revienne sur le social et sur le compte. C'est comme ça qui est important, parce qu'il y a les déclarations d'intention et puis il y a la réalité. Tout à l'heure, j'ai fait... donc je parlais des quotients familiaux. Et alors, il y a sans doute des collaborations, entre le département et les communes. Fontenay-Fleury, la première décision du maire, supprimer toutes les aides ménagères pour les personnes âgées. Voilà. Donc, la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est une famille en difficulté qui demande de l'aide. Ça demande plus de 6 mois pour avoir un éducateur qui vient aider en milieu ouvert. Donc ça, c'est ces réalités-là. Je vais vous couper parce que vous êtes un peu longue au niveau du temps de parole, puis je voudrais surtout qu'on aborde le dernier thème. Je suis d'accord, c'est qu'en fait, il y a des déclarations d'intention, et en fait, dans les faits, comme c'est une majorité sortante, on peut aussi les juger, même si, évidemment, M. Bennassaya, vous rejoignez une majorité, vous ne siégez pas. On peut peut-être dire que vous êtes innocent, mais en tout cas, pas vos sous votre majorité. Il y a un bilan, il y a quand même des choses... très prudent sur ce sujet-là, y compris à gauche, sur les gens qui sont condamnés, qui exercent... Non, je ne parle pas de gens condamnés. Non, attendez, je ne parlais pas de gens condamnés. Je parle des déclarations d'intention sur le social. Oui, mais justement, je parle des déclarations d'intention sur le social, où en fait, il y a eu un certain nombre de choses qui sont prévues, des suppressions de PMI, etc. Donc, on a des intentions louables, et en fait, non. Donc là, c'est une... Et alors, quand vous me parlez de projet, de vouloir nettoyer la vie politique et d'avoir des intentions sur le renouvellement
Et l'élargissement des partis représentés dans l'Assemblée, c'est un projet parce que c'est porteur de citoyenneté. Et c'est un projet. Je suis désolée, on ne peut pas vous laisser dire ça. Il nous reste une petite dizaine de minutes d'émission. On va afficher vos temps de parole. Vous êtes tous à peu près à 5h30. Je vous félicite, à l'exception de Julien Green qui a toujours une minute de retard. On va maintenant parler de l'environnement et des transports en commun. Quand on traverse le canton de Saint-Cyr, ce qu'on remarque, c'est que les routes sont très encombrées. À Bois-d'Arcy, désolé monsieur le maire, mais c'est une réalité. Et à Saint-Cyr-l'École aussi. Qu'est-ce que peut faire le Conseil général, notamment pour les routes et aussi pour l'environnement, Julien Grimm? Qu'est-ce que peut faire le Conseil général en matière globalement de transport Oui, bien sûr. On peut trouver moyen de renforcer les lignes de bus ou, je ne sais pas moi, il y a le projet tangentiel qui va arriver. Ça va sûrement soulager au niveau de la ligne l'axe Saint-Cyr-Saint-Germain. Voilà. Après c'est sûr qu'au niveau des transports, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Il y a différents facteurs à prendre en compte. Mais il me semble que sur le canton de Saint-Cyr, dans l'immédiat, c'est assez délicat. Je ne sais pas, à moins de faire un duplex ou, je ne sais pas, promettre quelque chose de complètement délirant. Mais sinon... Si la continuité, elle sourit sur un duplex, comme du duplex, côté de périphérique, peut-être. Il y a des projets qui sont peut-être pas aussi... Alors ça sur les transports, l'environnement. Mais en fait, c'est vrai qu'on a un canton complètement saturé. En plus, la disposition géographique fait qu'il y a une communication entre la plaine de Versailles et le plateau et que, pour le coup, que ce soit M. Benassas ou d'autres, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a eu quand même des projets un peu farfelus, à mon humble avis, de faire une percée entre le rond-point de Villepreux et remonter encore à Bois-d'Arcy, histoire de resaturer un peu plus Bois-d'Arcy. Ça devait vous manquer. Non, mais je pense qu'effectivement, la seule solution serait peut-être d'abord d'arrêter de temps en temps de trop densifier l'habitat à certains endroits, parce que là, il y a un moment, on arrive à une limite, et puis effectivement, de fluidifier ça peut être le transport en commun, ça peut être un aménagement de voies, entre autres, une chose, les circulations douces, on n'en parle pas, mais on manque singulièrement de pistes cyclables dans notre... Je suis tout à fait d'accord avec Mme Cantaloupi. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, concrètement, il y a un problème qui impacte nos villes, que ce soit en passant de Saint-Cyr, en allant à Bois-d'Arcy, vers Fontenay et donc vers Villepreux. Donc tout le canton, c'est la RD 127. Cette RD 127 que M. Mallet connaît aussi, qu'on appelle nous à Bois-d'Arcy la rue Turpot, qui est totalement saturée. Il faut être concret. C'est vrai que si on densifie l'urbanisme, c'est vrai, on aura des problèmes. C'est pour ça que quand moi j'ai été élu maire, j'ai supprimé le projet de cœur de ville à Bois-d'Arcy, qui était un projet de 400 logements, parce qu'on n'aurait pas pu supporter tout ça. Mais ce qui est très important, et sur d'autres sujets aussi, c'est la mutualisation des moyens. Il faut à tout prix que les villes travaillent ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on travaille bien ensemble, mais pas assez. Je prends un exemple, si j'ai 10 secondes encore, je prends un exemple de ce matin. Moi, je suis allé au forum intercommunal de l'emploi à Fontenay-le-Fleury, qui est organisé par Fontenay, mais avec le partenariat de Bois-d'Arcy de Saint-Cyr, sur l'emploi des jeunes notamment. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire sur la RD 127, et c'est ce qu'on a fait déjà. Plus de coopération. Par exemple, la piscine aussi de Saint-Cyr. Aujourd'hui aussi, maintenant, on a des partenariats avec la mairie qui nous permettent de travailler ensemble. C'est ça qui est important. Jean-Philippe Mallet. Oui, tout à fait. Non, mais alors, les points noirs sur le canton, à l'intérieur du canton. RD 127 à Bois-d'Arcy, RD 7 à Saint-Cyr-l'École, RD 11 à Fontenay-le-Fleury. C'est un dossier que je crois bien connaître, parce que je me suis vraiment engagé et impliqué. Il y a eu une étude très importante qui a été financée par à la fois le Conseil général et les maires de Versailles-Grand Parc. Très importante, une étude avec vraiment des spécialistes. Bon, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Ce qui se détache, c'est évidemment favoriser la construction de voies en site propre pour les transports en commun. Ce n'est pas toujours possible, techniquement, mais moi j'ai le souvenir, par exemple... Il y a certaines rues qui sont quand même pas bien larges. Philippe Benassaya a raison aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut que les maires travaillent ensemble. Moi j'ai le souvenir, très clairement, vous pourrez retrouver ça dans vos petites archives, Jean-Jacques Lasserre, le maire de Fontenay-le-Fleury, qui a été un grand maire, proposait qu'entre Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l'École, puisque personne ne voulait la construction, vous savez, d'un contournement. Donc, il ne reste vraiment pratiquement que ça, les voies en site propre. Jean-Jacques Lasserre, maire de Fontenay-le-Fleury, avait proposé de construire
sur la voie qui va jusqu'à Saint-Cyr-l'École, une voie en site propre. Et le maire de Saint-Cyr-l'École ne le voulait pas. Donc il y a à la fois des problèmes techniques, vraiment, pour trouver des solutions, et puis aussi il faut que les maires, mais moi je ne porte pas de jugement, hein, chacun a ses contraintes, que les maires travaillent ensemble. Et puis, effectivement, ça a été dit, pardon, un peu sur les transports, quelque chose de très important. J'ai porté les délibérations au Conseil général, c'est la tangentiale ouest, quoi, hein, qui, dans la relation domicile-travail au quotidien des Yvelinois, qui avance doucement. Mais le Conseil général s'est impliqué là-dessus avec la région et l'État. Contrat de plan État-région inscrit, les financements sont acquis. Dalia Boudreil. Alors, sur l'environnement, les transports en commun. Vous pouvez aussi parler de l'environnement. Parce que je sais que c'est un qui vous intéresse évidemment. Effectivement, il faut qu'on sorte du tout voiture. On voit bien que tout a été fait pour le tout voiture là sur notre canton. Il faut en sortir. Aujourd'hui, il y a eu 4 alertes pollution aux particules fines sur le canton, sur le département, en un mois à peu près. On n'a jamais eu autant. Donc, effectivement, c'est le résultat des constructions anarchiques du tout logement sur les 4 villes principales, Villepreux, Fontenay, Saint-Cyr, Bois d'Arcy. Alors, on a travaillé sur cette étude qui a été faite par le Conseil général, qui était sûrement très intéressante. Effectivement, la collaboration entre les maires, c'est comment se déplacent les gens, où ils vont. Ils vont à la gare, ils vont au lycée, ils vont au collège, et tous ces points forts, ils vont des fois sur les endroits commerciaux. Il faut qu'il y ait des sites propres, il faut qu'il y ait un bus en site propre qui desserve la gare de Saint-Cyr-l'École, qui est une des plus importantes au niveau du département, en tout cas du Sud-Yvelines. Il y a la gare de Villepreux, la gare de Fontenay aussi, et il n'y a que ça qui pourra réduire les voitures. Si on fait plus de routes, ce sera plus de voitures et plus de traversées du canton. En commun. Donc, il faut qu'on arrive à travail. On arrive à la fin de cette émission. Vous êtes tous à peu près au même niveau, sauf Julien Grimm, qui décidément est en retard. Je voudrais un dernier tour de table sur une conclusion que vous voudriez apporter pour convaincre de voter pour vous. Julien Grimm, je vous laisse la parole. Vous avez 1 minute largement d'avance sur tout le monde. Allez-y. Ce que j'aimerais dire, c'est que toutes les élections sont importantes. Mais le 22 et 29 mars, c'est l'existence même de notre département qui est en jeu. Nous souhaitons renforcer le département et le préserver de sa liquidation prochaine, voulue par nos adversaires UMPS. Voilà. Nous nous battons pour défendre la justice sociale, l'identité de la France, mais aussi lutter contre toute forme de communautarisme. C'est ainsi que nous garantirons l'unité de la République. Voilà. Il n'y a qu'une seule alternative possible, c'est le Front National. Alors voilà, je vais laisser la parole maintenant à vos adversaires UMPS, comme vous les avez appelés, Philippe Bennassaya, en quelques secondes pour... Alors, en tant que candidat de l'UMPS, j'ai pas mal de choses à dire. D'abord, se recentrer sur les compétences du Conseil général, on n'est pas là pour faire une campagne présidentielle. Le premier point, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le département, c'est le cœur de la République. Et le cœur de la République doit être défendu. Depuis la Révolution française, le département n'a jamais évolué, il n'a pas bougé. La région a bougé, pas le département. Pourquoi ? Parce que le département, c'est notre proximité. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Il ne faut pas se plaindre après si on n'obtient pas les aides, si on ne va pas voter. Il faut aller voter parce qu'il faut voter pour nos préoccupations quotidiennes. Et il faut le faire avec passion aussi. C'est quelque chose qui intéresse les gens, même s'il y a des vents contraires dans les médias, etc., qui désengagent un peu les Français de cette élection. Je pense que cette élection est primordiale. Il faut voter pour les compétences du département. Et c'est ça qui est important. Jean-Philippe Mellet, je vais vous laisser une quarantaine de secondes. Très bien. Depuis très longtemps, le Conseil général des Yvelines est dirigé par l'UMP, avec une majorité écrasante. Je rappelle que nous étions, dans la dernière mandature, 9 conseillers généraux de gauche sur 39, un quart. Donc j'appelle vraiment les électeurs de ce canton, du canton de Saint-Cyr-l'École, et les électeurs de gauche, évidemment, à bien considérer de ne pas laisser cette assemblée départementale uniquement aux mains de l'UMP. Permettez à un élu de gauche de faire entendre une voix de gauche au Conseil général, de façon à jouer un rôle d'aiguillon, de proposition, et quand cela est nécessaire, eh bien de critiquer la gestion du département par l'UMP. Dalia Boudreil, vous avez 1 minute. Bien, alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut faire beaucoup mieux. On est quand même, entre autres sur le canton, sur la plaine de Versailles. Il y a beaucoup de choses à développer, que ce soit au niveau tourisme, écotourisme, environnement.
Il y a de qualité de vie, hein, je crois que c'est important, c'est quand même de favoriser le vivre ensemble, c'est recréer du lien social, c'est au niveau des communes, c'est aussi au niveau du département. Et ça, il y a beaucoup, on y réfléchit, c'est aux citoyens de se saisir de ça. Alors je crois qu'on a une opportunité, là, c'est de renverser ce Conseil général UMP, voilà, où les gens sont en rente de situation depuis des décennies. Et voilà, il va falloir renouveler, il faut donner un renouveau et puis voter pour des gens qui défendent vos valeurs. Voilà. Parce que vous êtes arrivé à la fin de votre temps de parole. Sylvia Cantaloupi, vous avez une quarantaine de secondes pour conclure. Alors, bien évidemment, il faut que tous les citoyens aillent voter parce que c'est toujours important de donner son avis et de se sentir concerné par des choses aussi proches. Par contre, effectivement, je pense qu'il ne faut pas donner une majorité uniforme à ce Conseil général. Pour autant, nous, à Debout la France, la droite et la gauche, on estime que le vrai clivage, il n'est pas là. Par contre, en tant que républicains, voter pour des conseillers généraux qui vont éclairer la majorité, quelle qu'elle soit. Une majorité éclairée ne doit pas être unicolore. C'était la dernière phrase de ce débat. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau Téléfil débattre autour du canton de Saint-Cyr-l'École. On va revoir vos temps une dernière fois. Vous êtes tous à peu près au même temps, sauf Julien Grippe, décidément. Voilà, je vous aurais donné la parole, mais vous avez toujours une petite minute de retard. Je vous rappelle que le premier tour, évidemment, des élections départementales, c'est le dimanche 22 mars et ce débat sera à nouveau diffusé ce samedi à 10h et dimanche à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout allez voter. Thank you.